Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à la New Japan et plus particulièrement le G1 Climax. Mais donc ça va pas être une vidéo résultat, je vais pas vraiment vous donner les résultats d'un show en particulier, mais je vais plutôt vous donner mon point de vue sur le début du tournoi, les points positifs et les catcheurs à suivre selon moi. Et comme ça me permettra un petit peu de parler plus de la New Japan sur Catch Club, parce que quand j'ai lancé la chaîne, mon but était vraiment de parler de toutes les fédérations possibles, sachant qu'honnêtement moi je suis vraiment tout ce qui se passe dans le monde du catch, le catch mexicain, le catch japonais, le catch européen et toutes les fédérations à travers les États-Unis. Et je suis un grand fan du catch japonais, j'ai commencé vers 2002 avec la Pro Wrestling Noah et après je me suis naturellement lancé dans la All Japan, la New Japan, la Dragon Gate, etc. Donc voilà, j'ai vraiment envie de vous présenter le produit New Japan parce que selon moi c'est actuellement le meilleur produit niveau catch. Mais vous savez en fait il y a tellement de shows dans un mois que c'est impossible de faire des reviews sur tout ce qui se passe et du coup moi forcément je me concentre sur la WWE parce que la WWE c'est ce qui est le plus diffusé en France, donc c'est ce que la majorité du public connaît. Mais honnêtement il se passe vraiment beaucoup de choses dans le monde du catch. Par exemple hier soir, pour ceux qui suivent le catch mexicain, il y avait Triple Mania 27. En gros c'est le plus gros pay-per-view annuel de la AAA et honnêtement le show était vraiment pas mal, j'ai été assez agréablement surpris par rapport aux dernières années. Mais honnêtement je ne peux pas faire une review de ce show parce qu'il y a très peu de personnes qui connaissent la AAA, donc au final ça intéresserait très peu de monde. Du coup aujourd'hui on va s'intéresser à la New Japan et je vais vous présenter à nouveau le concept du G1 Climax, puis on va rapidement parler des Young Boys, des Young Lions et ensuite on va s'intéresser aux gros points positifs de ce G1 Climax édition numéro 29. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le tournoi G1 Climax, c'est le tournoi annuel majeur poids lourd de la New Japan. Et au fil des années il y a eu différents fonctionnements, donc je vous conseille à tous en fait d'aller faire un tour sur la chaîne YouTube de la New Japan car il y a plein de petits documentaires qui vous présentent la fédération et il y a un documentaire en plusieurs parties qui vous explique toute l'histoire du G1. Et du coup vous pouvez en apprendre plus sur le fondateur de la New Japan, Antonio Inoki. Vous pouvez voir que par exemple Hulk Hogan a fait partie du G1 à une certaine époque et vous pouvez en apprendre également plus sur les 3 mousquetaires de la New Japan, les 3 premiers piliers de cette fédération, puis les 3 nouveaux mousquetaires qui sont arrivés dans les années 2000. Parce qu'il y a vraiment plein de différents cycles à la New Japan qui à chaque fois sont représentés par différents catcheurs. Donc c'est très intéressant de suivre l'histoire de cette fédération. Et donc actuellement le G1 se compose de 2 blocs, le bloc A et le bloc B. Et dans chaque bloc vous avez 10 catcheurs. Et donc dans chaque bloc, chaque catcheur va affronter les 9 autres catcheurs de son bloc dans des matchs solo. Ce qui veut dire qu'il y a 9 journées pour le bloc A et 9 journées pour le bloc B. Donc on a le droit à 19 shows en un mois. Et ce qui est vraiment intéressant en fait chez la New Japan, c'est qu'ils arrivent à nous sortir de grosses affiches lors de chaque show. Parce qu'en fait ils évitent de nous donner trop de matchs solo inutiles durant l'année. Du coup en fait on n'a pas trop de répétitions au niveau des matchs. Et donc quand on arrive au G1 Climax, on a vraiment de la fraîcheur. Et les matchs sont souvent des premières rencontres pour les catcheurs. Ou alors ça va faire longtemps qu'on les a pas vus catcher l'un contre l'autre. Et donc prenons un exemple, imaginons que je sois un catcheur du bloc A. Donc comme je vous l'ai expliqué, en fait j'aurai 9 matchs solo à venir contre les 9 autres catcheurs qui sont dans mon bloc. Et pour info, au niveau des scores, une victoire vaut 2 points, un match nul vaut 1 point et une défaite vaut 0 points. Et chaque match a une limite de 30 minutes. Du coup au niveau des shows, on alterne chaque jour en fait. Un jour le show va être consacré au match du bloc A et le lendemain le show va être consacré aux 5 matchs solo du bloc B. Et le reste de la carte est rempli de matchs par équipe pour hyper les prochains matchs en fait des prochaines journées. Donc vraiment le show est super bien construit, mais surtout en fait ça doit être un casse-tête pour les bookers. Parce que réellement c'est incroyable de booker un tournoi avec 19 journées, parce qu'il faut vraiment calculer en fait comment est-ce que chaque catcheur va avancer tout au long du tournoi pour essayer de garder le suspense auprès des fans. Par exemple hier samedi il y avait la 13e journée qui était consacrée au match solo du bloc A. Du coup lors des premiers matchs du show on avait des matchs par équipe avec les catcheurs du bloc B. Et ensuite on avait 5 matchs solo avec des catcheurs du bloc A. Et là je vais répondre à l'une de vos questions parce que beaucoup d'entre vous me demandent en fait qui sont ces catcheurs en slip noir lors des premiers matchs. Et en fait il s'agit des Young Boys ou des Young Lions. Car pour ceux qui ne sont pas au courant, en fait la New Japan a son propre dojo. Et donc elle entraîne des jeunes catcheurs dans son dojo au Japon. Et maintenant d'ailleurs elle a également un dojo aux États-Unis où l'entraîneur principal est Katsuyori Shibata. Et du coup en fait les catcheurs qui sortent du dojo doivent suivre des règles très précises. D'abord par exemple lors de chaque show ils doivent être au niveau de l'entrée quand les catcheurs arrivent. Puis durant les matchs ils sont tous autour du ring pour regarder tous les shows en entier et justement apprendre comment est-ce que les shows se déroulent. Ensuite au niveau de leur match, il faut savoir que les Young Boys
Boys ont le droit seulement d'utiliser 5 à 10 prises et uniquement des prises très basiques, c'est-à-dire des atémis, des coups de pied, des souplesses, des surpassements et une seule soumission, le Boston Crab. Car le but est vraiment de leur apprendre les fondamentaux, les basiques au niveau du catch, et comme Juice Robinson l'avait expliqué dans le podcast de Chris Jericho, c'est également pour apprendre aux jeunes catcheurs qu'en fait ça sert pas vraiment à grand chose de faire plein de flips, etc. Bien entendu ça ajoute un plus au match, mais ce qui est vraiment important en fait c'est pas les prises, c'est le moment où vous allez les placer, c'est la manière dont vous allez vendre les prises, et c'est la manière dont vous allez jouer avec la foule. Du coup au départ en fait les Young Boys n'ont pas de gimmick, et c'est pour ça qu'ils sont tout en noir. Et au bout d'un an ou deux habituellement, ils vont être envoyés en excursion à l'étranger. Donc ça peut être en Europe, au Mexique ou encore aux États-Unis. Et donc ils vont passer quelques mois en excursion pour apprendre de nouvelles techniques et de nouvelles traditions, et une fois qu'ils seront prêts, ils reviendront à la New Japan, et là la fédération va leur donner une nouvelle gimmick. Et donc là pour prendre la journée de hier en exemple, pour vous montrer un petit peu comment est-ce que la New Japan hype les prochains matchs. Donc hier, comme je vous l'ai dit, la journée était consacrée au bloc A. Du coup, les catcheurs du bloc B luttaient dans des matchs par équipe lors des premiers matchs. Et du coup, par exemple, on a eu le droit à un match avec Jay White et Chase Owens, les membres du Bullet Club, contre Jon Moxley et Shota Umino. Et donc ce match par équipe servait justement à builder le match solo qui arrivait le lendemain. Car le lendemain, dans le show du bloc B, il y avait un match solo entre Jay White et Jon Moxley. Donc j'espère que vous comprenez comment est-ce que la New Japan utilise chaque show pour hyper le prochain en fait, grâce à ces matchs par équipe. Ensuite, ce qui est très intéressant, c'est les différents styles qui sont présents chez les catcheurs dans ces blocs A et B. Parce que vous avez des monstres en fait, des super heavyweights comme Bad Luck Fale ou encore Lance Archer. Ensuite, vous avez des catcheurs plus strong style comme Tomohiro Ishii ou encore Hiroki Goto. Vous avez le tricheur avec Jay White, vous avez le catcheur comique avec Toru Yano, vous avez le catcheur un peu fou dans sa tête avec Jon Moxley, et bien entendu vous avez les superstars avec Ibushi, Tanahashi, Okada ou encore Naito. Donc vraiment le plateau du G1 cette année est génial. Du coup honnêtement je peux pas vous faire un résumé du parcours de chaque catcheur pour le moment parce qu'il y aurait trop de choses à dire. Du coup là moi je vais vous citer 5 points positifs du G1 Climax cette année. Et honnêtement j'ai vraiment dû choisir parce qu'il y a plein de points positifs. Donc là ce sont selon mes goûts perso, c'est clairement subjectif. Et d'abord je voudrais commencer en mentionnant Shingo Takagi. Donc en fait pour ceux qui ne connaissent pas Shingo Takagi, c'est un catcheur qui vient de la Dragon Gate. La Dragon Gate est une fédération qui se concentre surtout sur les poids légers au Japon. Et en fait il a effectué la majorité de sa carrière là-bas, c'était l'un des plus grands noms de la fédération. Et depuis l'année dernière il a rejoint la New Japan en tant que membre du clan LIJ, Los Ingobernables de Japón. Parce que je ne l'ai pas précisé mais en fait à la New Japan, la plupart des catcheurs font partie d'un clan. Vous avez par exemple LIJ, vous avez également Chaos, Suzuki-gun ou encore le Bullet Club. Et en fait Shingo a été amené chez LIJ parce qu'en fait au début de sa carrière quand il a commencé à s'entraîner, il s'entraînait avec Tetsuya Naito, le leader de LIJ. Du coup il a été choisi par Naito pour un petit peu remplacer Hiromu Takahashi qui est actuellement malheureusement toujours blessé à la nuque. Et depuis qu'il est arrivé à la New Japan en fait Takagi est tout simplement énorme. Il a notamment participé au tournoi Junior Heavyweight de la New Japan et donc c'est un petit peu le même schéma que le tournoi poids lourd et lors de ce tournoi Takagi a remporté tous ses matchs solo lors des matchs de poule. Du coup il est arrivé en finale invaincu mais il a perdu contre l'un des plus gros noms actuels de la fédération, Will Ospreay. Et au final plein de fans comme moi se faisaient la remarque en se disant que Takagi n'avait rien à faire dans la division Junior Heavyweight parce qu'honnêtement il devrait être dans la division poids lourd, ça a l'air d'être un heavyweight. Du coup la New Japan a décidé de l'intégrer au G1 cette année avec Will Ospreay. Et honnêtement Takagi nous a sorti plusieurs très bons matchs dont le premier match du G1 contre Juice Robinson. Honnêtement moi ça a été un match que j'ai adoré donc je vous le conseille. Et du coup Takagi s'est retrouvé dans le même bloc que Tetsuya Naito donc forcément ils allaient s'affronter. Et en fait leur affrontement a eu lieu aujourd'hui lors de la 14e journée. Mais moi pour le moment je n'ai pas encore regardé ce show, je vais le regarder ce soir. Ensuite on continue avec Lance Archer. Donc pour ceux qui suivent le catch américain, vous connaissez sûrement Lance Archer, car il luttait à la base du côté de Impact sous le nom de Lance Hoyt, et ensuite il est allé à la WWE pendant quelques mois sous le nom de Vance Archer. Donc pour info, il fait partie de Suzuki-gun, et ces dernières années en fait il était en équipe avec Davey Boy Smith Jr., le fils du British Bulldog qui catchait à la WWE en équipe avec Tyson Kidd. Mais en fait l'équipe s'est séparée ces derniers mois, et Davey Boy Smith Jr. a quitté la New Japan. Et du coup il y a plein de rumeurs qu'il annonce dans différentes fédérations. Il pourrait rejoindre une fédération concurrente japonaise, par exemple la All Japan ou encore la Noah, mais on sait qu'il a également des
offres de Impact, et apparemment Jim Ross est également très intéressé par le catcheur, et Jim Ross fait maintenant partie de la AEW. Mais du coup pendant ce temps, Lance Archer se retrouve seul à la New Japan, et on avait un petit peu peur pour lui. Mais la New Japan a décidé de l'intégrer au G1 Climax cette année, du coup maintenant il est de nouveau un lutteur solo, et en fait c'est un petit peu la renaissance de Lance Archer. Donc voilà, il s'est fait une teinture rouge, il a un petit peu changé son style au niveau de ses vêtements, et surtout en fait il est encore plus agressif dans un ring qu'à l'époque, et il catch encore plus intelligemment, j'ai envie de dire, qu'à l'époque. Il a ajouté plein de nouvelles prises à son répertoire, on a pu le voir durant ce G1 faire des senton bombs, faire des moonsaults, marcher sur les cordes à la manière de l'Undertaker, et en général en fait il montre qu'il en a beaucoup plus envie, et que maintenant c'est de nouveau un catcheur solo qui veut des titres. Lors de plusieurs matchs par équipe, on a pu le voir confronter Kazuchika Okada, et lui faire comprendre qu'il souhaitait lui prendre sa ceinture. Mais au final les deux se sont affrontés dans un match solo, et c'est bien Okada qui a remporté le match. Mais malgré tout, ce tournoi reste une renaissance pour Lance Archer, et j'ai vraiment hâte de voir comment est-ce que la New Japan va l'utiliser après le tournoi, parce que ça pourrait être un très bon contender pour le titre des États-Unis ou le titre intercontinental, ou encore le Never Openweight Championship. On continue très rapidement avec un mot sur Toru Yano. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Toru Yano, c'est un petit peu le lutteur comédie de la New Japan. À la base, il faut savoir qu'il n'a pas toujours été comme ça. Il y a quelques années, en fait, c'était un brawler au niveau de la New Japan, mais ces dernières années, il a décidé de changer sa gimmick et de devenir un catcheur humoristique. Et honnêtement, il le fait très bien. Je sais que certaines personnes n'apprécient pas forcément son humour, mais moi, je trouve ça vraiment très intéressant. Parce qu'au final, on ne sait jamais ce qui va se passer dans un match de Toru Yano, et c'est un petit peu la wildcard du tournoi. On ne s'attend jamais à ce qu'il gagne un match, mais au final parfois il nous sort des upsets de nulle part, et lors de ce tournoi par exemple il a déjà battu Naito et Jon Moxley, donc deux des plus grands noms actuels de la New Japan. Donc voilà, personnellement moi je vous avoue que ça fait quelques années que Yano c'est vraiment un coup de cœur. Je le trouve hilarant, et je trouve qu'il maîtrise vraiment parfaitement sa gimmick. Donc par exemple en fait il cherche tout le temps à tricher, donc il utilise les low blows, à côté de ça il enlève tout le temps les protections du coin de ring pour essayer de les utiliser, et il arrive toujours vers le ring avec un DVD de ses meilleurs matchs, et avant le match en fait il essaye de le vendre soit à un fan, soit à son adversaire. Donc voilà, c'est sympa en fait parce que ça change. Il y a beaucoup de catch très sérieux à la New Japan, mais il faut également du divertissement, et Toru Yano est l'une des touches divertissement de la fédération. Et donc on va terminer avec mes deux chouchous cette année lors du G1 Climax, et on va commencer avec Jon Moxley. Donc comme vous le savez, maintenant Jon Moxley est signé à la AEW. Mais comme pour le moment la AEW ne fait qu'un seul show par mois, la fédération a donné l'autorisation à Jon Moxley de lutter au Japon à la New Japan. Et tout ce qu'on peut dire en fait, c'est que Jon Moxley a beaucoup de succès au Japon actuellement. Donc d'abord en fait il a eu 2 matchs avant le tournoi, et lors de son premier match face à Juice Robinson, il a remporté le championnat des États-Unis de la fédération. Et ensuite lors de son second match, il a affronté un Young Boy qui s'appelle Shota Umino, et bien entendu il l'a battu, mais en fait ce qui était marrant c'est qu'ensuite il a pris Shota Umino sous son épaule, et du coup maintenant Shota Umino est un petit peu le Young Boy de Jon Moxley. Il le suit partout, il l'accompagne lors de tous ses matchs, et il porte sa ceinture. Mais attention, Jon Moxley n'est pas méchant avec lui, au contraire en fait, il essaye un petit peu de le former et ça devient son élève. Donc voilà, la dynamique entre Jon Moxley et Shota Umino est vraiment cool. D'ailleurs Moxley l'a renommé Shooter Umino. Et là je suis désolé mais je vais rapidement comparer la WWE et la New Japan pour souligner la différence entre les deux. Vous voyez, le problème avec la WWE c'est que quand elle va chercher les catcheurs à la New Japan, et ben elle les envoie à NXT par exemple, ou alors ils vont disparaître et ne pas être utilisés. Je prends l'exemple de Shinsuke Nakamura qui était un des plus gros noms au Japon, une légende limite, et qui est très mal utilisé ces dernières années à la WWE. Luke Gallows et Carl Anderson qui étaient champions par équipe de multiples fois à la New Japan, pareil, ont été très mal utilisés ces dernières années à la WWE. Alors que quand vous voyez l'inverse, quand vous voyez la New Japan chercher des catcheurs WWE, et bien là c'est totalement différent, et on va prendre l'exemple de Moxley. Moxley c'était une star, c'était un main eventer, et bien la New Japan ne va pas l'envoyer au fin fond de la carte. Dès qu'il est arrivé, il est devenu champion des États-Unis, et ensuite lors du G1, alors qu'il affrontait les plus grands noms de la fédération, et bien il a gagné ses 5 premiers matchs, il était invaincu lors de ses 5 premiers matchs, et en plus il a battu des très gros noms de la fédération, dont Ishii ou encore Tetsuya Naito. Donc c'est comme ça qu'on build un nouveau catcheur dans une fédération. C'est pas comme le fait la WWE avec Nakamura par exemple, mais c'est comme le fait la New Japan avec Jon Moxley. Donc Moxley était vraiment très bien parti à la base, on se demandait même s'il allait gagner ce tournoi, mais depuis il a eu 2 défaites, mais en tout cas la fédération l'a totalement bien buildé. Maintenant Jon Moxley est un grand catcheur auprès du public japonais, et c'était ça l'important, c'était le but du tournoi. Et d'ailleurs pour info, après chaque match, les catcheurs font de petites interviews qui sont après diffusées sur le YouTube de la New Japan, et les interviews de Jon Moxley sont souvent hilarantes, donc je vous les conseille à tous. Et pour terminer avec mes chouchous, on va terminer avec Kenta.
Donc voilà, pour ceux qui sont pas au courant, en fait je l'avais déjà expliqué, mais moi Kenta était un de mes catcheurs préférés au début des années 2000, quand j'ai découvert la Pro Wrestling Noah, une autre fédération japonaise. Parce qu'en fait à cette période, les deux gros noms de la fédération étaient Kenta Kobashi et Mitsuharu Misawa. Et ces deux légendes avaient chacun pris un catcheur sous leur aile. Donc pour Misawa en fait c'était Marufuji, et pour Kenta Kobashi son élève c'était Kenta. Et du coup Marufuji et Kenta avaient une grosse rivalité à la Noah, et moi en fait j'ai toujours été à fond derrière Kenta. Il faut savoir que Kenta a inventé plein de prises. Plein de catcheurs américains se sont inspirés de Kenta, notamment Daniel Bryan ou encore CM Punk. Par exemple, le Go to Sleep était à la base le finisher de Kenta et CM Punk lui a emprunté. Et c'est pareil pour le Running Flying Knee de Daniel Bryan. Le coup de genou de Daniel Bryan était un finisher de Kenta. Et malheureusement, Kenta a totalement gâché certaines des meilleures années de sa carrière ces dernières années à la WWE. Donc j'avais vraiment très peur en fait de voir comment est-ce qu'elle allait être utilisée à la New Japan. Déjà, est-ce que la New Japan allait mettre en avant un ancien catcheur de la Noah qui n'avait rien fait ces dernières années à la WWE? Et à côté de ça, est-ce que Kenta physiquement pouvait tenir le coup, sachant qu'il avait subi pas mal de blessures ces dernières années? Et honnêtement, j'ai été totalement rassuré sur tous ces points. Parce que d'abord, la New Japan souhaite clairement faire de Kenta un gros nom de la fédération, et c'est évident parce que lors du tournoi, elle lui a donné des victoires face à Ibushi et Hiroshi Tanahashi, le vainqueur du G1 Climax l'année dernière. Et justement, c'était intéressant parce qu'à la fin du match, Kenta souhaitait serrer la main de Tanahashi, mais Tanahashi a refusé. Et en fait, l'histoire que la New Japan souhaite raconter avec Kenta, c'est que le public et les catcheurs en coulisses ne l'ont pas totalement encore accepté. Du coup, en fait, il doit se battre pour se faire accepter dans son nouveau chez lui. Mais honnêtement, si ce tournoi a prouvé une chose, c'est que Kenta existe toujours. Hideo Itami est décédé, il n'existe plus, et Kenta est de retour. Pour moi, en fait, il est toujours aussi bon qu'à l'époque. Par contre, en fait, il a un petit peu perdu de son aura. Mais justement, c'est ce que la New Japan va chercher à reconstruire petit à petit. Et honnêtement, je rêve déjà d'un run de Kenta en tant que champion poids lourd de la fédération. Maintenant, je ne sais pas si la New Japan osera aller jusqu'à là. Mais pour moi, Kenta en fait était censé être le dieu du catch japonais ces dernières années, et malheureusement en fait la WWE lui a gâché sa place. Elle lui a volé son trône, donc c'est l'heure pour lui en fait de récupérer son trône. Donc voilà, Shingo Takagi, Lance Archer, Toru Yano, Jon Moxley et Kenta, ce sont un petit peu pour moi les 5 gros points positifs du G1 Climax cette année. Mais à côté de ça, il y a bien entendu le run de Kazuchika Okada. Okada qui était invaincu pendant ses 6 premiers matchs, qui avait donc 12 points, le run parfait, et on pensait honnêtement qu'il allait peut-être finir le tournoi invaincu. Il est bien entendu champion poids lourd actuel, mais au final hier il a perdu contre Sanada. Sanada c'est l'un des préférés de la foule, c'est également un des membres de LIJ et pour info c'est l'un des élèves de Kaiji Muto, le Great Muta. Et c'est clairement l'un des futurs grands main eventers de la fédération. Donc voilà, la New Japan a utilisé le G1 Climax cette année pour donner une très grosse victoire à Sanada. Et normalement vu qu'il a battu le champion en titre lors du tournoi, il va avoir le droit à un match pour le championnat poids lourd une fois que le tournoi sera terminé. À côté de ça on a Jay White qui était encore champion du monde poids lourd au début de l'année et qui cette année a vraiment galéré au niveau du tournoi. Il avait d'ailleurs perdu ses 3 ou 4 premiers matchs et du coup il avait promis de gagner tous ses derniers matchs pour pouvoir terminer avec le même score que l'année dernière, c'est-à-dire au moins 6 victoires. Et du coup depuis il est lancé sur une série de victoires, mais bien entendu c'est grâce à de la triche et à des interventions extérieures du Bullet Club. Puis deux des autres étoiles qui brillent lors de ce tournoi, c'est justement Tanahashi et Ibushi, les deux lutteurs qui étaient en finale l'année dernière. Et donc comme je vous l'ai dit, l'année dernière c'était Tanahashi qui avait remporté le tournoi, mais pour info cette année Ibushi et Tanahashi étaient dans le même bloc, donc ils ne peuvent pas se retrouver en finale, mais par contre ils ont eu un match dans le bloc, et cette fois-ci c'est Ibushi qui a battu Tanahashi et qui a pris sa revanche par rapport à l'année dernière. Donc voilà, pour info, les 4 dernières journées auront lieu mercredi, jeudi, samedi et dimanche, et la finale aura lieu lundi. Et donc au niveau de la dernière journée du bloc A, on aura le droit à un gros match Kazuchika Okada contre Kota Ibushi. Et ce sont actuellement les deux leaders du bloc A, donc logiquement en fait, le vainqueur du bloc A sera décidé lors de ce match. Je vous avoue que j'aimerais bien voir Ibushi battre le champion du monde, mais je vais tout de même miser sur Kazuchika Okada parce que je le vois mal perdre à nouveau un match dans ce tournoi. Et donc la dernière journée du bloc B aura lieu dimanche, et actuellement en fait il y a plusieurs personnes qui peuvent remporter le bloc B, donc honnêtement le suspense est encore total, et du coup c'est également très difficile de pronostiquer la finale. Mais logiquement, comme je vous l'ai dit, au niveau du bloc A, la victoire va se jouer entre Okada et Ibushi. Et au niveau du bloc B, je pense que la victoire va se jouer entre Jon Moxley et Tetsuya Naito, et du coup pourquoi ne pas avoir une finale inédite
Kazuchika Okada contre Jon Moxley par exemple. Donc voilà, ce serait mon pronostic pour la finale, et je verrais bien une victoire de Kazuchika Okada qui remporterait le G1 Climax au final en tant que champion du monde. Voilà, c'est tout pour cette vidéo consacrée à la New Japan. J'ai essayé un petit peu de vous faire découvrir le G1 Climax, et je reviendrai dans une semaine avec une vidéo review de la finale du G1 Climax. Donc voilà, maintenant c'est à vous. Si vous avez des questions par rapport à la New Japan, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, et n'hésitez pas à me donner vos pronos dans les commentaires. Selon vous, qui va remporter le G1 Climax 29? Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!